Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer des éléments de correction en une vingtaine, trentaine de minutes sur l'épreuve de droit international et européen qui était proposée à l'épreuve du CRFPA en septembre 2024. Je m'appelle Mathieu Violette, je suis enseignant pour cette matière de droit international et européen pour la prépa ISP et j'espère que ces quelques dizaines de minutes que vous allez passer à regarder cette vidéo va vous permettre de mieux cerner quelles étaient les attentes lors de cette épreuve que vous avez peut-être d'ailleurs vous-même passée. Alors, cette épreuve, elle se présentait de la manière suivante. Nous avions sur un petit peu moins d'une page, et donc c'était relativement court, et donc relativement facile à lire et à exploiter, cette consultation juridique qui se présentait d'emblée comme étant donnée en deux parties, puisque nous avons un grand 1 et un grand 2. C'est quelque chose qui est assez habituel, qu'on avait également beaucoup les années précédentes, pas toutes, mais assez souvent, et on remarque tout de suite que ce grand 1 et ce grand 2 ont un barème, ça aussi c'est une habitude, normalement le barème est indiqué sur l'épreuve, mais que ici le barème est réparti de manière très inégale, puisque le grand 1 est noté sur 16 points, tandis que le grand 2 est noté sur 4 points. Ça amène deux réflexions. La première réflexion, c'est que, évidemment, pour ce qui est de la gestion du temps que vous avez pendant l'épreuve, la gestion de votre chrono, ça va induire une certaine chose qui va être de consacrer beaucoup plus de temps au grand 1 qu'au grand 2. On va faire une règle de 3 assez simple et puis conclure assez rapidement au fait qu'on ne peut consacrer qu'un peu plus d'une demi-heure au grand 2, tandis que tout le reste du temps doit être consacré au grand 1 de manière à ne pas sacrifier ce grand 1 qui rapporte beaucoup plus de points. Et puis, pourquoi rapporte-t-il beaucoup plus de points? Et c'est ça la deuxième réflexion, il rapporte nécessairement beaucoup plus de points parce qu'il y a plus de choses à dire. Alors de deux choses l'une, soit il comporte davantage de questions, soit en comportant un nombre de questions équivalentes, il appelle des développements, des raisonnements qui sont beaucoup plus complexes et donc beaucoup plus longs. Et donc, ça va être très important lors de la lecture et lors de la résolution de cette consultation d'être très attentif, très attentive à d'éventuelles difficultés qui seraient dans le grand 1 ou d'éventuelles questions cachées, questions préalables et autres, qu'il faudra résoudre de manière à pouvoir aboutir à la réponse. Donc, ces choses étant faites, on voit effectivement que ce cas pratique, très rapidement à la lecture, nous fait apparaître des questions qui sont assez claires. Alors, pour les questions du grand 1, en tout cas, elles sont très directives. Par exemple, il s'interroge également sur la loi applicable d'une part au divorce et d'autre part aux effets du divorce. On est sur quelque chose qui est très très clairement du droit international privé et qui nous pose très clairement le cadre de la question de compétences, question de loi applicable dans le cadre du divorce. On a presque exactement le chapitre du cours et la section à l'intérieur du chapitre du cours qu'il convient de mobiliser pour répondre aux questions. Donc des questions vraiment très très directives. Au contraire, en grand 2, la question est fort peu directive puisque on nous dit ce monsieur a-t-il, selon vous, des chances d'obtenir gain de cause? Donc une question beaucoup plus ouverte, beaucoup plus conforme à l'idée de ce qu'est une consultation juridique avec une analyse complémentaire qui vous est demandée et qui est nécessaire pour comprendre précisément quel est le problème juridique qui se pose dans ce grand 2 et de savoir précisément dans quelle direction partir de façon à répondre de manière satisfaisante à la question posée par ce client. En tout cas, à la lecture, on réalise très vite qu'il ne s'agit pas du tout d'une consultation de droit de l'Union européenne, mais au contraire d'une pure consultation de droit international privé, droit du commerce international, peut-être un petit peu la frontière entre les deux matières est sujette à discussion, mais en tout cas certainement pas du droit de l'Union européenne. Or,
c'est déjà quelque chose qu'on avait vu précédemment, puisque en septembre 2023, l'épreuve se composait uniquement de questions qui étaient relatives au droit de l'Union européenne ce coup-ci. Donc on a eu 2023 droit de l'Union européenne, 2024 droit international privé. Est-ce qu'il convient d'en tirer des conclusions? Probablement pas, en tout cas pas à ce stade-là et pas de manière hâtive. Par le passé, les sujets de droit international et européen avaient tendance au contraire à mélanger les deux matières et on avait des éléments de droit international privé qui étaient mélangés à des questions de droit de l'Union européenne et il n'est pas encore question pour l'instant d'en conclure le fait que nécessairement la moitié du programme de révision serait inutile une année sur deux en fonction de l'épreuve sur laquelle on tombe qui serait purement d'un côté ou purement de l'autre. Donc en tout cas, pour l'instant, il convient d'être très prudent dans la manière d'interpréter ce caractère complètement centré autour du droit international privé. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la lecture du sujet, pas besoin de trop nettoyer les faits, hein, on l'a mentionné, le cas pratique est assez court, il tient en moins d'une page, c'est assez courant sur l'épreuve de droit international européen, ce qui est plutôt bien, il y a peu de faits qui ne soient pas pertinents pour la résolution du cas, il y en a quelques-uns tout de même, certes, mais globalement, cela se lit vite et il y a peu de choses qui ne sont pas pertinentes. On va s'employer à qualifier soigneusement les différentes questions, c'est-à-dire à cerner très exactement quels sont les problèmes juridiques qui sont posés par cet exercice au fur et à mesure de la lecture. En d'autres termes, quels sont précisément les chapitres du cours qui vont être concernés. On a l'impression, dans une première analyse, que c'est le chapitre divorce, puis le chapitre contrat, puisqu'on est ici face à un contrat d'intermédiaire ou d'agent commercial, c'est un contrat, mais on va voir que en réalité, une question peut en cacher une autre, et que il y a là un petit piège, une petite difficulté. On va préciser le plus soigneusement possible les questions posées, ce qui est très important puisque évidemment il faut éviter de laisser une question sans réponse, c'est une évidence, ça consisterait en une erreur stratégique qui nous ferait manquer une grande partie des points au barème, puisqu'il nous manquerait tous les points qui sont réservés à cette question, mais on va aussi s'abstenir très soigneusement d'aller au-delà des questions qui sont posées et de répondre à des choses qui ne sont pas demandées. Pourquoi? Parce que principalement de répondre comme ça demande beaucoup de temps qui est extrêmement précieux quand l'épreuve se déroule en 3 heures, et on a autre chose à faire que de répondre dans le vide à des questions qui n'ont pas été posées et de faire de grands développements à l'intérieur de la copie qui ne rapporteront aucun point. Ce sera toujours ça de temps qu'on aura en moins pour composer aux endroits où au contraire il y a des points à moissonner. Donc, très clairement, la première question qui nous est posée est une question de compétence en matière de divorce, compétence des juridictions françaises. Ensuite, une question de loi applicable au divorce. Ensuite, une question de lois applicables aux effets du divorce, et j'ai mis un pluriel parce que c'est là que se cache la raison des 16 points qui sont réservés à ce grand 1, puisque en réalité, il n'y a pas une loi des effets du divorce, ni même un texte de DIP qui traite des effets du divorce. Il y a une multitude d'effets du divorce qui sont complémentaires, c'est une sorte de mosaïque, et chacun de ces morceaux obéit à un texte de DIP différent, et donc va demander la mise en œuvre d'une règle de conflit différente et va déboucher sur l'application potentiellement d'une règle de conflit et donc d'une loi applicable différente. Et donc, c'est là que, en réalité, se cache la complexité. Une question, en réalité, en cache plusieurs à l'intérieur. Et puis, le grand 2, si on l'analyse, en réalité, nous pose fondamentalement la question de savoir quelle est la loi applicable à la situation, puisque la situation de cet agent commercial va, avant toute chose, dépendre de la question de savoir si on peut lui appliquer les principes de la loi française ou si on lui applique les principes d'une loi étrangère. Et donc, ça revient à une simple question de loi applicable. Dans le travail au brouillon que l'on va fournir, on va
s'attacher à être particulièrement soigneux ou soigneuse sur l'identification des textes de DIP à mobiliser pour répondre aux questions. Il y a des conventions internationales de DIP, il y a des règlements de DIP de l'Union européenne. Il faut être très soigneux et soigneuse là-dessus, non seulement au brouillon, mais aussi dans la copie, parce que, évidemment, au brouillon et pour soi-même, parce que partir sur le mauvais texte, évidemment, est catastrophique, parce que ça veut dire que ensuite la totalité de vos développements sont à côté de ce qu'on attend. Mais au-delà de ça, c'est un élément méthodologique extrêmement important, quelque chose qui doit être traité avec soin à l'intérieur de la copie, et bien entendu, à chaque texte, on va justifier de l'application du texte en décomposant et en analysant son champ d'application, non seulement son champ d'application matériel, mais évidemment également son champ d'application spatial et son champ d'application temporel. On va également être très soigneux et très soigneuse quand des notions clés sont à mobiliser. Par exemple, une réponse que nous allons donner va dépendre de ce qu'on considère être la première résidence habituelle des époux. Les faits qui nous sont donnés dans le cas pratique ne sont pas complètement clairs. Ils se marient à un endroit, ils partent en voyage à un autre endroit, ils s'établissent ensuite à un troisième endroit. Quelle est la première résidence habituelle des époux? C'est pas trop difficile à résoudre, mais c'est le genre de moment où on attend de vous, à l'intérieur de votre copie, que non pas vous deviniez quelle est la première résidence habituelle des époux, mais que vous mobilisiez vos connaissances, que vous en sortiez des éléments de qualification, des définitions en d'autres termes, et que vous fassiez apparaître ça à l'intérieur de votre copie pour justifier de votre réponse. Donc on sera très vigilant, nous, correcteurs et correctrices, et vous serez très vigilant en tant que candidate et candidat à bien mobiliser ces connaissances-là pour expliquer ce que vous faites et comment est-ce que vous interprétez les choses, comment est-ce que vous appliquez les textes aux faits qui vous sont donnés dans la consultation juridique. Évidemment, tout ça se fait dans le cadre d'un déroulé soigneux de la méthode des conflits de droit et de la méthode des conflits de juridiction, compétences directes des tribunaux. Par exemple, on ne va pas se contenter de juste dire bon voilà, la règle de conflit c'est ça, donc la loi applicable c'est ça, et puis fin du cas pratique. On sait qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, qu'il faut considérer l'office du juge, qu'il faut avant de se lancer dans l'application d'une règle de conflit, vérifier que on n'a pas de choses qui fassent obstacle. Par exemple, une loi de police, on va systématiquement mentionner et vérifier le renvoi, on va systématiquement mentionner et vérifier l'éventuelle violation de l'ordre public international français. Tout ça, ce sont des choses qui font partie de la méthode de résolution, qui vont être marquées dans le brouillon et qui vont également être mentionnées sur la copie de manière à ce que le lecteur ou la lectrice, le correcteur, la correctrice se rendent compte justement de la qualité du raisonnement et de cette méthodologie qui aura été suivie et appliquée intégralement de A jusqu'à Z, qui cadre votre raisonnement. Un petit piège, une petite difficulté apparaît au moment de l'analyse au brouillon du fait de la double nationalité de l'un des protagonistes à l'intérieur de cette affaire. L'époux se trouve à la fois doté de la nationalité française et de la nationalité italienne, et cette double nationalité pose une toute petite difficulté en ce que, du point de vue du droit commun français et de la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, jurisprudence Casabian, en cas de double nationalité, on ne tient compte en France que de la nationalité française, mais comme ce sont deux nationalités de deux États membres de l'Union européenne, France et Italie, et que à certains moments du raisonnement, on va appliquer des règlements de droit international privé de l'Union européenne, à ces endroits-là, on va devoir adopter une démarche différente et tenir compte de cette double nationalité, le droit de l'Union européenne imposant que la personne puisse se prévaloir de l'une ou de l'autre de ces deux nationalités pour des raisons d'effectivité tout simplement. Et donc il y aura une petite différence de traitement selon qu'on applique une règle de conflit qui vient d'un texte de l'Union européenne ou qui vient d'ailleurs, d'une convention internationale par exemple. Alors, pour donner les éléments de réponse, encore une fois, de manière très rapide et très superficielle, sans dérouler la totalité du raisonnement, pour ce qui est de la toute première question posée à l'intérieur du grand 1,
appelons ça la sous-question A par exemple, celle qui est relative à la compétence des juridictions françaises, le texte de DIP qui s'applique est le règlement Bruxelles II-Ter. On le démontre notamment en tenant compte de la date de saisine des juridictions et d'introduction de l'instance qui est postérieure à l'entrée en application de ce règlement. Après avoir démontré ça, on va passer par un certain nombre d'étapes méthodologiques pour arriver à l'endroit où on aura la réponse, qui est l'article 3 à l'intérieur de ce règlement Bruxelles II-Ter, qui est d'ailleurs identique à l'article 3 du règlement Bruxelles II bis, avec 7 chefs de compétences, qui sont des chefs de compétences qui s'appliquent tous en même temps et qui sont tous du coup susceptibles de donner compétence aux juridictions françaises et qui vont nous inviter à nous intéresser à où se trouve la résidence habituelle des époux, la dernière résidence habituelle des époux, etc. etc. L'un de ces chefs de compétences sera la possibilité de saisir les juridictions de la résidence habituelle du demandeur si tant est que cette résidence habituelle du demandeur coïncide avec l'état de sa nationalité et le fait que le demandeur, ici l'époux, soit de nationalité certes franco-italienne, mais ça veut dire qu'il est entre autres de nationalité française et qu'il est de nouveau établi en France après avoir vécu très longtemps à l'étranger et qu'il est établi en France depuis plus de 6 mois, va nous permettre de conclure à la compétence des juridictions françaises. Il n'y a pas de difficulté particulière ou de piège particulier à mentionner, mis à part la double nationalité, à cet endroit-là. C'est un raisonnement assez long parce que l'article 3 du règlement est long et l'analyse doit être minutieuse, mais sinon, la définition jurisprudentielle de ce que c'est que la résidence habituelle des époux, même si il est bien de mentionner cette définition, n'est pas absolument nécessaire et impératif pour pouvoir répondre à la question posée. Pour ce qui est, toujours dans le grand 1, de la deuxième sous-question, la sous-question B en quelque sorte, la loi applicable au divorce, là le texte de DIP qui sera applicable, ce sera le règlement Rome III. On est dans son champ d'application à la fois spatial, matériel, temporel, et pour aller vite, encore une fois, ce ne sont que des éléments de discussion, on va écarter un certain nombre de règles et un certain nombre de possibilités, il n'y a pas de loi de police, il n'y a pas de choix qui a été exprimé, donc on écarte certaines règles à l'intérieur du règlement Rome III pour arriver sur l'article qui va nous fournir la solution, qui est l'article 8 du règlement. On applique, avec une règle de conflit, avec des rattachements en cascade, on applique soit la résidence habituelle des époux au moment de la saisine des juridictions, soit la loi de la dernière résidence habituelle des époux si l'un d'eux y réside encore et qu'elle n'a pas pris fin depuis plus de 12 mois au moment de la saisine, soit la loi de la nationalité commune, soit la lex euphorie, la loi du juge saisi. En l'occurrence, il n'y a plus de résidence habituelle commune des époux au moment de la saisine, mais il y a une dernière résidence habituelle des époux qui se situe à Bruxelles. L'un d'eux y réside encore, et cette résidence habituelle commune, cette cohabitation n'a pas pris fin depuis plus de 12 mois, et donc c'est ce rattachement-là, puisque les rattachements sont en cascade, on ne va pas considérer le numéro 3 et le numéro 4, c'est ce rattachement-là qui va nous permettre d'être guidés vers l'application de la loi belge, et évidemment on terminera le travail en mentionnant l'absence de renvoi, en mentionnant l'absence de violation de l'ordre public international. Pour ce qui est ensuite de la sous-question C, la difficulté se multiplie parce qu'il n'y a pas, encore une fois, une loi applicable aux effets du divorce, il y a des lois applicables aux effets du divorce. Il y a en effet des effets personnels ou extra-patrimoniaux, des effets patrimoniaux qui portent sur le régime matrimonial, des effets patrimoniaux qui portent sur les obligations alimentaires, et puisqu'on nous mentionne à l'intérieur du cas pratique que le couple a un enfant, il faut sans doute se poser aussi la question des effets sur l'autorité parentale. Ce qui nous mène à imaginer et à envisager l'application potentielle de 4 textes distincts, le règlement Rome III, le règlement obligations alimentaires, le règlement régimes matrimoniaux ou la Convention de La Haye de 1978 et la Convention de La Haye de 1996 pour ce qui est de l'autorité parentale ou de la responsabilité parentale comme on l'appelle en droit de l'Union européenne. Et donc,
on subdivise cette sous-question C en 4 sous-sous-questions. Pour ce qui est des effets extra-patrimoniaux, des effets personnels du divorce, même si le règlement ne le mentionne pas explicitement, l'avis majoritaire, la pratique majoritaire est de rattacher ces effets personnels à la loi applicable au divorce lui-même, c'est-à-dire à la loi désignée par le règlement Rome III. Il y a une exception à ça, le règlement Rome III exclut explicitement dans son article 1er la question du nom des époux, et cette question du nom des époux donc sera renvoyée à la loi applicable aux effets du mariage, qui est déterminée par la jurisprudence française. On va devoir mobiliser les jurisprudences Rivière, jurisprudence Tarwid, pour déterminer quelle est cette loi applicable aux effets du mariage. Et donc, en réalité, ça va renvoyer à l'application majoritairement du règlement Rome III et donc à la question précédente. Pour ce qui est de la loi applicable aux effets du divorce sur le régime matrimonial, on va avoir une hésitation entre deux textes, puisqu'il existe un règlement européen en matière de régime matrimoniaux, mais qu'il existe également une convention internationale, la Convention de la Haye du 14 mars 1978, en matière de régime matrimoniaux, et c'est la convention qui va s'appliquer pour des raisons de champ d'application dans le temps, puisqu'elle s'applique aux couples mariés entre le 1er septembre 1992 et janvier 2019. Le mariage étant ici célébré en 2014, on tombe dans le champ d'application temporel de la Convention de la Haye de 1978. Alors, encore une fois, en ne donnant pas tous les éléments de correction et en allant directement à l'essentiel, c'est l'article 4 de la Convention qui va nous donner la loi, puisque la loi applicable, c'est la loi de l'État de la première résidence habituelle commune des époux, la fameuse première résidence habituelle commune des époux, ou à défaut, la loi nationale commune, ou à défaut, la loi de l'État qui présente les liens les plus étroits avec le régime matrimonial, mais ici, on n'aura pas besoin de tout ça, puisqu'on a effectivement une première résidence habituelle commune des époux, sachant que ici il y a une double difficulté. Non seulement cette définition de la première résidence habituelle commune des époux, qui n'est pas une difficulté très difficile et n'est en aucun cas insurmontable, et puis il faut penser, c'est un piège très classique dans l'application de la Convention de la Haye de 78, on la voit moins souvent de nos jours parce que maintenant on applique aussi, et on s'entraîne aussi à l'application du règlement régime matrimoniaux, mais l'un des gros pièges à l'intérieur de la mise en œuvre, lors de la mise en œuvre de cette Convention de la Haye de 78, c'est la mutabilité automatique du régime qui fait que quand les époux déménagent, la loi qui est applicable à leur régime matrimonial est susceptible de changer, en vertu de l'article 7 de la Convention de la Haye. Alors, en l'occurrence, les conditions des différents points, des différents paragraphes à l'intérieur de l'article 7 ne sont pas réunies, et donc l'effet de mutation automatique ne se produit pas, mais ça n'empêche pas que c'est attendu et qu'il faut le développer de manière à démontrer que ça ne se produit pas, mais il faut le mentionner tout de même à l'intérieur de la copie. Voilà, et évidemment, on finit par mentionner des choses telles que le renvoi et l'ordre public international. Pour la suite de cette sous-question C, la loi applicable aux effets du divorce, mais cette fois-ci sur les obligations alimentaires, on va appliquer le règlement obligations alimentaires, le règlement qui est spécifiquement dédié à ça, qui ne contient pas lui-même des règles de conflit de loi, mais qui renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et c'est ce texte que l'on va mobiliser. Donc on explique le champ d'application, l'articulation entre les deux, on élimine les lois de police et les choses comme ça, l'office du juge. Encore une fois, je vais vite, ce ne sont que des éléments de correction. On tombe sur l'article 3 du protocole, la loi de la résidence habituelle du créancier, sauf que il existe une difficulté en la matière qui est là aussi une difficulté classique, c'est qu'il y a des règles spéciales. Il y a des règles spéciales quand on est en présence de mineurs, mais il y a aussi des règles spéciales quand on est en présence d'époux ou d'ex-époux. C'est l'article 5 qui permet à l'un ou à l'autre des ex-époux de s'opposer à la mise en œuvre de la loi désignée par l'article 3 du protocole, et de plutôt demander l'application, par exception, d'une loi qui entretient des liens plus étroits avec la situation, notamment et particulièrement la loi de la dernière résidence habituelle commune, du dernier domicile conjugal. Et donc,
il va falloir explorer ces différentes règles et voir quelles sont les lois qui sont désignées, et évidemment, à la fin, on conclura sur le renvoi, l'absence de fraude, l'absence de violation, ou en tout cas la réserve de la violation de l'ordre public international. Enfin, en tout dernier lieu, il y a la question de l'effet ou des effets du divorce sur la responsabilité parentale. En effet, dans cette sous-question C, qui est les effets, la loi applicable aux effets du divorce, je pense que la présence à l'intérieur de l'énoncé d'un enfant du couple est un indice qui doit amener à se poser la question de l'incidence du divorce sur la responsabilité parentale et qui doit vous amener à ce petit développement, à ce petit traitement. Le texte de droit international privé qui nous donne la loi applicable à la responsabilité parentale, c'est la Convention de La Haye du 19 octobre 1996. Donc c'est là-dedans que l'on va puiser la solution. Alors évidemment, on va d'abord démontrer l'applicabilité de cette Convention de La Haye du 19 octobre 1996, on va passer par un raisonnement qui va passer par l'office du juge, qui va passer par les lois de police, et on va tomber sur cet article 15 de la Convention, qui nous indique que la loi applicable à la responsabilité parentale, c'est soit la loi du juge saisi, soit la loi de l'État qui entretient des liens plus étroits avec la question de la responsabilité parentale. Il y a donc une clause d'exception, mais vous voyez que la règle n'est pas très compliquée à mobiliser et à mettre en œuvre ici. Le grand 1 étant terminé, on peut passer enfin au traitement de la question du grand 2, à ce contrat d'agence commerciale. On va tout particulièrement prendre soin de bien expliquer comment la qualification de ce contrat d'agence commerciale se fait du point de vue du droit international privé, c'est-à-dire que la question étant posée explicitement à l'intérieur de la consultation, on va bien s'appliquer à bien faire ressortir que on est face à une situation où on va partir sur l'application d'une convention internationale et donc on est en dehors du droit de l'Union européenne et que les qualifications par conséquent se font lege fori, c'est-à-dire selon les concepts du fort, selon les concepts français. C'est la jurisprudence classique de la Cour de cassation, arrêt Carras-Lanif 1955. Et donc cette question-là qu'on nous pose à l'intérieur enfin qui est soulevée par la société étrangère à l'intérieur de la consultation, qui est de dire la relation n'est pas telle qu'elles permettent de retenir l'existence d'une agence commerciale. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas la solution sur le fond. À la rigueur, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de bien dire et de bien affirmer. Cette question-là doit être résolue en application de la loi du juge saisi et de partir de l'hypothèse que le juge saisi serait le juge français et que la question se résoudrait devant les juridictions françaises. On n'est pas là face à une question qui nous pose précisément la question quelle est la loi applicable à ce contrat d'agence commerciale, etc., etc. Mais je pense que la manière dont ce grand 2 est tourné et le nombre de points qui lui est consacré ne peut pas, de manière raisonnable, exiger de nous que à la fois on s'intéresse au juge compétent pour juger de ce cas et à la loi applicable. Donc je vous suggère de partir de l'hypothèse de poser cela comme étant une hypothèse raisonnable, de dire si on considère que les juridictions françaises sont compétentes, alors voilà ce qui se passe, la qualification se fait lege fori et donc selon les concepts du droit français. Pour le reste, le texte de DIP qui va nous fournir les réponses, qui va nous fournir les règles de conflit en la matière, ce sera la Convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable au contrat d'intermédiaire et à la représentation. On va évidemment démontrer son applicabilité, champ d'application matériel, champ d'application spatial, champ d'application temporel. On va se poser la question au passage, non seulement dans le brouillon, mais aussi sur la copie, de savoir s'il n'y aurait pas une loi de police en la matière, parce que en réalité, c'est une question qui a été posée en jurisprudence pendant très longtemps, et la jurisprudence a pris position là-dessus. Les articles L134-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas constitutifs d'une loi de police qui serait applicable aux litiges internationaux. Et ça, c'est une jurisprudence constante depuis 2000. Vous avez là sur la diapositive la référence de cet arrêt de principe. Donc,
Ayant écarté la qualification de la police et ayant affirmé que les règles françaises ne peuvent pas s'appliquer au titre de loi de police, il convient de faire le conflit de loi. Alors on va, après quelques péripéties, s'intéresser à l'article 6 de la Convention. La loi applicable au contrat d'agence commerciale est la loi de l'État dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou à défaut sa résidence habituelle, ce qui va demander un petit temps de réflexion et de démonstration dans la copie, de savoir où précisément la personne qui est l'intermédiaire avait au moment de la formation du rapport de représentation, donc il faut localiser la formation de ce rapport de représentation dans le temps. Est-ce que cette personne avait un établissement professionnel à cette époque, ou est-ce qu'à défaut elle avait une résidence habituelle et à quel endroit? Tout ça, ça demande un petit peu de discussion, mais ce n'est pas très compliqué en soi-même. Il y a une toute petite difficulté qu'il faut bien repérer. Dans la Convention de La Haye de 1978, il y a une exception qui est que si il y a un lieu d'exercice de l'activité, ou un lieu d'exercice en tout cas majoritaire au moins de l'activité, et si le représenté il y a son établissement professionnel ou sa résidence habituelle, alors la loi de cet État peut s'appliquer. Ici, ça n'est pas une exception qui va rentrer en jeu puisque les conditions ne sont pas remplies, mais c'est quelque chose qu'il faut mentionner dans la copie. C'est une exception qui doit être passée en revue pour parvenir à une conclusion propre et certaine, et du coup c'est quelque chose, c'est une étape du raisonnement qui est attendue. Voilà pour ce qui est de ces éléments de correction donnés comme ça rapidement. Pour conclure sur cette épreuve de septembre 2024, on a vu qu'une question peut en cacher une autre, et c'est une bonne leçon à retenir en matière d'épreuve du CRFPA en règle générale. En réalité, ça déborde du droit international et européen, mais encore une fois, d'insister sur le soin que l'on met à analyser le cas pour en dégager les questions et bien y répondre, et y répondre complètement. Évidemment, tout cela impose une présentation particulièrement soignée de la copie, notamment une structure très apparente avec un plan, des annonces de plans, des titres articulés qui sont faits pour qu'on ne se perde pas entre le grand 1 et le grand 2, et entre toutes les questions et les sous-questions que contient le grand 1, de faire en sorte que la copie soit très claire et soit très simple à suivre et qu'on ne soit jamais perdu à la lecture de la copie. Bien entendu, comme toujours dans les copies de CRFPA, c'est vrai en règle générale et c'est vrai en particulier en droit international et européen, il convient de faire des majeurs de qualité à l'intérieur de syllogismes bien construits, avec bien les trois étapes, la majeure, la mineure, la conclusion, et dans la majeure, de ne pas se contenter de balancer une ou deux jurisprudences illustratives ou un ou deux principes non sourcés, mais de repartir selon la hiérarchie des normes des règles fondamentales, de bien les reposer, les réexprimer, les sourcer le mieux possible, indiquer d'où elles viennent, et ensuite éventuellement déployer derrière la jurisprudence explicative les définitions, les précisions qui sont apportées, mais de construire vraiment une majeure qui soit solide, qui tienne la route, qui parte du fondamental et du général pour aller vers le particulier dans une espèce de construction en entonnoir où vous zoomez sur l'endroit précis où le droit va vous aider à répondre à votre question, tout en étant attentif et attentive à ne pas développer trop dans la majeure, à ce que ça ne fasse pas récitation de cours plaquée, mais que tout ce qui est dans la majeure soit ensuite utile à la résolution de la question qui est en cours d'examen. Pour terminer, il était possible, comme d'habitude, serais-je tenté de dire, de résoudre ce cas pratique sans connaître les jurisprudences dont il s'inspirait. Notamment, le grand 2 est assez directement inspiré de jurisprudences qui ont été rendues pas tout à fait dans l'année écoulée avant, mais qui sont tout de même relativement récentes dans les années qui précédaient, avec des faits qui ressemblaient plutôt pas mal, donc des jurisprudences qui, de manière assez claire, avaient inspiré le cas pratique. Pour autant,
il n'était pas grave de ne pas connaître les jurisprudences en question, puisque de toute manière, la démonstration qui était attendue était une démonstration qui était fondée sur des principes et sur des textes que vous connaissiez, que vous aviez avec vous, et qu'il était tout à fait possible de mobiliser pour faire une réponse relativement complète et très bien articulée et tout à fait acceptable et qui pouvait engranger énormément de points. Peut-être que de connaître la lignée jurisprudentielle en question aurait constitué une petite cerise sur le gâteau, mais guère plus que cela en réalité. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de cette épreuve. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que j'aurai le plaisir de vous entraîner pour votre examen du CRFPA et que vous nous ferez la confiance et l'honneur de préparer cet examen avec nous et de vous entraîner à l'aide de nos vidéos, de nos polis, de nos exercices. Merci beaucoup de votre attention et en tout cas, en tout état de cause, quelle que soit la manière dont vous choisirez de réviser, eh bien je vous souhaite bon courage pour la préparation de votre épreuve. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.